300 000, 400 000, 1 million, difficile d'évaluer le nombre précis des manifestants, mais l'image ne trompe pas. Les laïcs venus des 4 coins de France ont tenu à faire aujourd'hui à Paris une démonstration de force en faveur de l'école publique. Bonsoir, nous consacrerons à ce défilé une large place dans ce journal, mais nous vous parlerons aussi de l'assassinat d'une Française à Alger, de l'appel à la paix des braves, appel lancé aujourd'hui à Genève par Bill Clinton et Hafez el-Assad, de la dissolution du Parlement en Italie, du nouveau défi d'Olivier de Kersauzon qui a entamé aujourd'hui un tour du monde à la voile, du nouveau défilé La Croix et d'une initiative originale prise par les plus célèbres top modèles du monde. Parmi elles, Fabienne Thérouingue, bonsoir. Bonsoir. Vous avez posé nu pour une belle cause et vous vous êtes rhabillée pour nous en parler. Retour sur l'événement du jour, sur la manifestation imposante des défenseurs de l'école publique qui ont choisi comme point de départ tout un symbole, la place de la République. Patrice Romden. Parce qu'elle symbolise la République, c'est par brassée que les branches de laurier sont offertes à Marianne. Au pied de la statue, place de la République, la tête du cortège s'ébranle avec 1 heure de retard sur l'horaire prévu. Il est alors midi. Retard dû à la confusion, retard dû à l'affluence qui, comme toujours en pareil cas, motive une querelle de chiffres entre les policiers et les organisateurs. 300 000 manifestants, disent les uns, 1 million rétorquent les autres. Une certitude toutefois, la Bretagne ouvre le défilé. Dans cette région, l'école privée scolarise 42% des élèves. Alors côté public, on énumère ses doléances. Pour équiper nos écoles, on n'a pas pour acheter des magnétophones, pour acheter le strict minimum pour nos écoles, dans les écoles publiques de Bretagne. 13h30, la tête du cortège se disperse place de la Nation, mais à une dizaine de kilomètres du but, les derniers manifestants stagnent. On patiente, on se réchauffe pour tromper l'attente en dépit d'une météo peu clémente. On va jusqu'à Nation, sous la pluie, mais on y va. On espère une pluie de crédit pour l'école publique. Savez-vous planter Falou à la mode, savez-vous planter Falou à la mode de Beyrouth. La laïcité, c'est une philosophie de vie, on est là pour la défendre. Une philosophie qui motive les retrouvailles des politiques de gauche et des responsables syndicaux. Bien que respectant leur distance, CGT, CFDT et Force ouvrière apparaissent dans le même cortège aux côtés des syndicats de l'éducation nationale pour lesquels cette manifestation marque le début d'une concertation. Maintenant, il reste à construire. Demain, le gouvernement, par la bouche du Premier ministre, propose une concertation sur le service public. Eh bien, très bien, c'est ce que nous demandons. Nous n'avons cessé de demander cela. C'est le service public qui est la responsabilité principale du gouvernement. Il faut qu'il s'en préoccupe. Nous sommes prêts à travailler dans cette voie-là. Alors concrètement, quels seront vos chevaux de bataille? Vous savez, il y en a quand même sur plusieurs terrains. Nous savons très bien qu'il y a encore, dans beaucoup d'endroits, absence totale de services publics, absence d'écoles, absence de collèges, absence de lycées. Il faut que ça cesse. Mais nous savons aussi que dans beaucoup d'endroits, les classes sont encore surchargées. C'est un autre problème. Il faut aussi travailler là-dessus. Nous savons aussi que dans beaucoup d'endroits, les conditions de travail sont très difficiles parce que ce sont des quartiers difficiles. Il faut agir là-dessus. Il faut rénover le collège. Il y a plein de choses à faire afin que justement ceux qui aujourd'hui choisissent l'école privée choisissent demain le service public. Sur ces intentions s'achève une manifestation plus en faveur du public que contre le privé. Le service de nettoyage n'avait sans doute pas vu cela depuis 84 années de la guerre scolaire. Et nous passons de la République à la Nation, à la place où vous vous trouvez en direct, Philippe Gassot. Est-ce qu'il y a encore du monde? Bien, écoutez, regardez derrière moi, je peux dire que le flot des manifestants est intarissable. Pour vous donner une idée, pour rallier la porte Champéret, il y a beaucoup de bruit derrière moi, la porte Champéret à la place de la Nation, il aura fallu pour certains, les plus rapides, 1 journée de piétinement. Un autre exemple, pour aller de la porte Champéret au boulevard Haussmann, certains auront mis 7 heures et il n'y a que 3 kilomètres. Ce soir, tous n'arriveront pas à la Nation car il existe les impératifs train ou autocar qu'il ne faut pas manquer si l'on veut être à la maison demain matin de bonne heure. Les comptes précis nous diront l'ampleur de la démonstration. Ce qui est sûr, c'est qu'elle aura duré longtemps, très longtemps.
Rien n'a rebuté les participants, ni les piétinements interminables, ni la pluie, ni le froid. Les organisateurs clament ce soir leur victoire. Les plus optimistes attendaient 500 000 personnes. Nous saurons sans doute demain si ce chiffre a été atteint ou même s'il a été dépassé. Merci Philippe. Les dirigeants de gauche étaient du défilé, mais ils se sont montrés fort discrets. Roland Sicard, Philippe Jasselin. Les socialistes avaient dû se donner le mot, plus question de porter le chapeau. Des jours comme aujourd'hui, oubliez les mauvais souvenirs et la mode serait plutôt à la casquette. Casquette à la Gavroche comme Pierre Mauroy ou casquette à la golfeur comme Michel Rocard. En tout cas, ceux qui n'avaient pris qu'un parapluie semblaient plutôt le regretter. Ceux qui n'avaient pensé qu'à l'écharpe semblaient un peu embarrassés. Non, c'est la casquette qui, dès le départ, faisait voir la vie en rose. On m'a dit 2000 autocars, ce qui fait qu'il n'y a rien que par autocar, ça ferait de l'ordre de 200 000 personnes. C'est un beau succès. Succès qu'il s'agissait de savoir gérer. Et c'est là que les avis divergent. Il y a d'abord ceux qui portent le débat sur le terrain politique. C'est une manifestation pour la République elle-même, pour la République sociale, contre une politique économique, monétaire, sociale, réactionnaire. Il y a ensuite ceux qui, au contraire, refusent d'extrapoler. Nous ne ferons pas dire à cette manifestation autre chose que ce qu'elle veut dire. Il y a aussi ceux qui ne veulent pas chanter victoire trop tôt. Il n'y a pas que des gens de gauche qui sont avec nous. Alors moi, je suis heureux si toute la gauche est là, mais je crois que c'est une manifestation qui dépasse la gauche, alors j'aime pas beaucoup cette appellation-là que j'aime bien, quoi. C'est pas le jour à l'utiliser. Et puis, il y a ceux qui rappellent à l'ordre, ceux qui à gauche, justement, crieraient victoire trop tôt. Personne n'est dupe de leur volonté de récupérer une manifestation qui correspond beaucoup plus à un ras-le-bol civique qu'à une volonté de faire à nouveau confiance à des gens qui nous ont cruellement déçus par le passé. Et ça, c'est le risque que Michel Rocard a bien compris. Pas de commentaire triomphal une fois la manifestation terminée. Le patron du PS est vite parti, tellement vite qu'il n'aura pas entendu ceci. Dommage pour lui, cela aurait bien terminé sa journée. Les hommes et les femmes politiques n'ont pas voulu vampiriser cette manifestation qui était d'abord celle de l'enseignement public, parents d'élèves et enseignants. Antoine Cormery et François Granier ont suivi les instits d'un petit village du Loir-et-Cher, Montpré-Chambord, qui ne sont apparemment pas encore arrivés à Nation. 11h30, boulevard de Courcelles, monsieur le maire est tout sourire. Pourtant, c'est le début d'une longue attente pour les 42 passagers de Montpré-Chambord, à côté de Blois, venus manifester. 16h, boulevard Malesherbes, coincés entre le Parti communiste et la région Île-de-France, les manifestants du Loir-et-Cher fondus sur place. Vous avez fait combien de kilomètres depuis ce matin? Ma foi, très peu, parce qu'il y a tellement de monde qu'on n'avance pas. On doit être à 600 ou 700 mètres pratiquement depuis midi. Et comme le froid, ça creuse, tout s'arrache comme des petits pains, sauf pour ceux qui ont été prévoyants. Qu'est-ce qui vous reste juste là dans le sac à dos? Il me reste 4 casse-croûtes, une tablette de chocolat, des petits pains au lait, 2 mandarines, du café et ma bouteille d'eau. Vous n'avez pas trop froid? Non, ça va, un peu au pied quand même. 18h30, le rythme s'accélère enfin, mais nous n'en sommes qu'au grand magasin, soit 3 km 500 en 7 heures, petite moyenne horaire pour une manifestation victime de son succès. Se voir si nombreux, on n'y pensait pas. Puis ça fait plaisir puisque c'est quand même le combat de toute notre vie, de tout notre travail qui est en jeu. Donc c'est la joie et je crois que je ne suis pas le seul. 20h, la place de la Nation est encore loin, mais les instituteurs de Montpré-Chambord ont le cœur léger. Pour eux, ce fut une belle journée, si tant est qu'ils retrouvent leur bus. Les précisions de Philippe Gassot et ce reportage d'Antoine Cormery l'illustrent. Il y a encore du monde ce soir à Paris. Rejoignons Agnès Varamian sur les grands boulevards. Et voilà, c'était un peu prévu, les Parisiens et les manifestants de la banlieue parisienne arrivent tout juste à la place de la République. C'est la fin du cortège qui parvient à peine au point de rendez-vous, au point de départ du grand rassemblement. Alors tout se passe dans le plus grand calme, les pancartes sont encore brandies très haut malgré le froid, malgré la fatigue. Ceux-là ont dû patienter entre 4 et 5 heures avant de faire leur premier pas sur le pavé parisien. Nous sommes maintenant à moins de 200 mètres de la place de la République. Rendez-vous prévu à 21h, 22h, place de la Nation pour une grande dispersion. Plusieurs centaines de milliers de personnes rassemblées pour un seul et même défilé dans la capitale et pas un seul incident. Il faut dire que la préfecture de police avait mobilisé plus de 4000 hommes. Anne Mourgue. Bon, vous avez bien regardé dans la bretelle qui vient de l'A3 en direction du périph' intérieur? Oui, on fait le nécessaire. Il n'y a rien sur Sébastopol.
Dans les sous-sols de la préfecture de police, ils avaient tout préparé, tout imaginé, même le pire. Mais le pire n'est pas arrivé. Manifestation plutôt bon enfant. D'après la préfecture, les forces de l'ordre ont tout contrôlé. Tout au long du cortège, chaque mètre carré, surveillance minutieuse. Grâce à des cartes, grâce à des dizaines de petits écrans. Caméras placées en des points stratégiques, rien ne leur échappe, ni le piétinement des manifestants, ni leur slogan. Ils avaient tout prévu, même des policiers déguisés en manifestants pour mieux pincer les pickpockets. Au total, plus de 4000 hommes en uniforme. Les manifestants ne sont donc pas les seuls à avoir fait le déplacement. La police aussi a envoyé ses représentants. Leur slogan, prévention, sécurité, mais aussi circulation. 800 policiers, rien que pour ça. Enfin, il y a des gens qui profitent que j'ai le dos tourné pour pouvoir passer. Mais enfin, je vais m'en sortir. C'est pas un problème. On a l'habitude. Cet après-midi, dans les rues de Paris, il y avait bien deux camps. Les manifestants et les automobilistes. Cohabitation pas toujours pacifique. Vraiment là j'arrive, je suis vraiment bloqué. Alors je sais pas quoi faire, il faut que je rentre chez moi et j'habite de l'autre côté de la place. Là, ils ont échoué. Contre les embouteillages, les policiers n'ont toujours pas trouvé de solution. Je vais vous lire. Et la majorité s'est montrée encore plus discrète que l'opposition. Pas un mot des membres du gouvernement après le retrait du texte et l'appel à la concertation. Seules quelques voix se sont fait entendre. Écoutons-les. François Bayrou, c'est un bon ministre. Mais quand on réussit quand même l'exploit, lorsque la gauche est assommée, à mettre 300 000 personnes dans la rue, ben, il faut une réponse politique. Et pas seulement des crédits. Nous étions quand même quelques-uns dans la majorité à avoir dit que cette affaire était dangereuse. Qu'il fallait l'aborder avec prudence. J'ai beaucoup d'estime pour François Bayrou. Et je le connais de longue date. Et je ne crois pas qu'il doive être considéré comme un bouc émissaire. Un ministre de l'Éducation ne mène pas une action de ce genre s'il n'y a pas été autorisé. Je pense tout simplement qu'il s'agit davantage d'une remobilisation de la gauche et d'une manifestation qui a eu un caractère politique assez prononcé, beaucoup plus qu'à une manifestation thématique. Ce que je voudrais dire, c'est que le problème de fond, il demeure, il n'a pas été résolu. Et c'est pas en criant à bas la calotte et vive la laïque que l'on aura apporté une réponse à ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Alors Arlette Chabot, question d'après Manif, ce défilé qu'on a vu, est-ce à votre avis un épilogue de cette guerre scolaire ou un nouvel épisode possible? Écoutez, si l'on considère l'histoire de la France, je ne parierais pas sur la fin de la guerre scolaire. L'école reste une ligne de fracture dans ce pays, on l'a vu, mais surtout un sujet passionnel, le seul capable de faire descendre dans la rue des centaines de milliers de Français. On l'avait vu en 84 pour l'école privée et en 94 on le voit pour l'école publique. Une démonstration qui au fond débouche sur des attitudes paradoxales parce qu'on pourra dire que les socialistes ont fait beaucoup pour l'école privée, Michel Rocard en faveur de l'enseignement agricole et puis il y a signature des accords entre M. Lang et Monseigneur Cloupet, et la droite fera plus pour l'école publique. Ce sera peut-être la fin de l'épisode. La grande concertation annoncée par le gouvernement qui commencera dès mardi, là François Bayrou recevra les organisations syndicales et puis les représentants des parents d'élèves. Alors derrière les paradoxes que vous énoncez, la gauche a-t-elle tenté aujourd'hui de se refaire une santé? Écoutez, on a vu défiler la gauche large, celle des partis, des organisations syndicales. Elle a montré, cette gauche, c'est vrai qu'elle est capable de se mobiliser, mais pour la défense d'une valeur sûre, la laïcité. Alors évidemment, le Parti socialiste espère en tirer profit, mais pour l'instant, il reste modeste, car il sait bien que parmi ceux qui défilaient cet après-midi, eh bien, devaient se trouver beaucoup de déçus du PS qui l'ont lâché en mars dernier. Alors il est facile de mobiliser, j'allais dire, contre. Il sera plus difficile pour les socialistes demain de reconquérir cet électorat sur son nouveau projet politique. Et la droite, quels enseignements peut-elle tirer? Écoutez, vous savez, on l'a compris, la majorité a été un peu mal à l'aise et divisée sur ce projet. Il y avait d'abord effectivement les partisans de la réforme de la loi Fallou, notamment à l'UDF, et puis on a entendu à côté les soupirs des élus qui avaient peur de ne pas avoir de financement. On a entendu Philippe Séguin défendre la laïcité, on a entendu Raymond Barre critiquer la méthode parlementaire, et ce soir on entend M. Philippe Devedjian s'interroger sur Patrick Devedjian, s'interroger sur une démission du ministre de l'Éducation. Alors certes, le gouvernement a commis une erreur, et avec cette affaire, entre autres, Édouard Balladur a compris qu'il n'avait pas beaucoup de cadeaux à attendre de sa majorité en ce début d'année. Merci Arlette. Un nouvel assassinat à Alger, la victime, une Française, une mère de 3 enfants, Monique Afri, 45 ans, employée du consulat de France dans la capitale algérienne. La communauté française est une nouvelle fois choquée, traumatisée, mais ne veut pas céder à la panique. Dorothée Oliéric.
C'est dans cette rue que Monique Afri, employée du consulat de France, a été abattue hier de 2 balles dans la tête. Il était 17 h, cette femme âgée de 45 ans et mariée à un Algérien s'approchait de sa voiture au moment où 4 hommes armés ont fait feu. L'assassinat n'a pas été revendiqué, mais il porte la marque du groupe islamique armé. Le GIA avait lancé un ultimatum sommant les étrangers de quitter le territoire algérien avant le 1er décembre 1993 sous peine de mort. Aujourd'hui, à Alger, rares sont ceux qui osent s'exprimer. Claude Pierre, représentant des Français en Algérie, a tenu à ce que son visage n'apparaisse pas pour raison de sécurité. La peur se maintient tant qu'il y a des victimes. On pense que ça ne peut s'arrêter que s'il y a eu un consensus, un dialogue du côté algérien, parce que les répercussions toucheront, tant qu'il n'y aura pas d'entente dans le pays, pourront toucher des étrangers. En signe de deuil, tous les établissements officiels français ont fermé aujourd'hui à Alger. Un deuil qui ne cache pas la peur et l'inquiétude au sein de la communauté française, mais aussi parmi les jeunes Algériens. Je pense que c'est plus que regrettable que des gens qui n'ont rien à voir avec les problèmes que vit l'Algérie soient impliqués de manière aussi brutale, de manière aussi sanguinaire, dans un conflit pour lequel ils n'ont rien à voir. Dans un communiqué, le ministère français des Affaires étrangères a condamné ce crime odieux. Ce soir, à Alger, on ne pense qu'à une chose, rentrer chez soi le plus tôt possible. En quelques mois à peine, de septembre à janvier, les intégristes ont abattu 26 étrangers et appliquent ainsi d'une manière implacable leur logique, celle de la terreur. Renaud Fessaguet. Novembre 93, Michel Thévenot revient en France après 10 jours de captivité en Algérie, comme son mari et un autre employé du consulat français. Mais le sourire de l'otage cache une menace inquiétante. Le groupe islamique armé, qui a revendiqué l'enlèvement des 3 Français, ajoute un ultimatum. D'ici fin novembre, tous les étrangers devront avoir quitté l'Algérie. En fait, l'alerte date de septembre, lorsqu'on retrouve les corps mutilés de 2 géomètres français, suivis par 2 officiers russes et 3 techniciens d'une société italienne. C'est le début de la psychose et du silence dans la communauté étrangère. À la Toussaint, les avions pour l'Europe, affiche complet. On m'a dit de rentrer, on m'a trouvé un avion au pied levé, j'ai pris le premier avion, c'est tout. À la rentrée, le lycée français ne retrouve que 30% de ses élèves. Les Français désertent l'Algérie. Le gouvernement algérien fait doubler la sécurité devant les ambassades et dans les rues. Mais ces ninjas ne peuvent pas tout face à des extrémistes mobiles et déterminés. Décembre 93 sera encore plus macabre pour les étrangers. 12 Croates sont assassinés sur le chantier où ils travaillaient. Le GIA revendique le massacre. Suivront un couple de Belges, un retraité français, sans parler des intellectuels algériens. Hier, Monique Afri est devenue la 26e victime étrangère de la guerre civile algérienne. Cela à une semaine du dialogue national, voulu par le gouvernement et rejeté par le fils. La paix totale au Proche-Orient n'est plus un mirage. L'Américain Bill Clinton et le Syrien Hafez el-Assad ont offert aujourd'hui, à l'issue de leur rencontre à Genève, une image qu'on n'imaginait pas il y a quelques mois et ont tenu des propos qu'on n'imaginait pas il y a quelques mois. Notre envoyé spécial Jean-Marc Ilouz les a filmés et entendus. Non pas une percée définitive, mais un signe encourageant de la part du président Assad de Syrie, qui pour la première fois ce soir à Genève a publiquement laissé entendre qu'il serait prêt à nouer de véritables relations normales avec Israël. À condition bien sûr que cette paix s'inscrive dans un accord entre Israël et les autres pays arabes, palestiniens, jordaniens, libanais, une constante de la politique syrienne depuis toujours, mais cette fois-ci, le président syrien a bien montré que la paix des braves, comme il l'a répété, était un objectif stratégique d'une Syrie qui ne veut pas rester à l'écart, économie oblige. Satisfaction évidente du président Clinton, pour lui, Hafez el-Assad s'est engagé aujourd'hui à des relations pacifiques normales avec Israël, fin de citation. Même si, en négociateur roué, le président syrien s'est bien gardé de prononcer le mot « normal » afin de ne pas brûler ses dernières cartouches avant la reprise des négociations israélo-arabes fin janvier à Washington. Bien sûr, la paix n'est pas encore au coin de la rue. La suite des négociations reste ardue, mais pour la première fois ce soir à Genève, la Syrie parle de paix, non pas encore dans les mêmes termes qu'Israël, mais cette fois avec le même objectif, une paix véritable entre voisins, et non plus simplement la fin d'un état de guerre. Les Israéliens ont applaudi mais attendent de voir et les Américains et les Syriens avant d'y croire. Charles Anderlin nous appelle de Jérusalem.
Réaction à chaud, Yitzhak Rabin remercie le président Clinton pour ses efforts en faveur de la paix et annonce qu'avant d'en dire plus, il veut rencontrer les diplomates américains attendus ce soir encore de Genève. Mais, lance un journaliste, le président Clinton a dit qu'Assad était prêt à une normalisation avec Israël dans le cadre d'une paix globale. Rabin répond: c'est Clinton qui l'a dit, je dois l'entendre de la bouche d'Assad. En effet, le Premier ministre israélien n'a pas apprécié de voir le président des États-Unis se faire le porte-parole du chef de l'État syrien. Car, pour l'heure à Jérusalem, on n'a pas encore entendu la phrase magique qui permettrait de débloquer les négociations israélo-syriennes, à savoir qu'en échange du Golan, Damas accepterait une normalisation complète de ses relations avec Israël. En tout cas, les dirigeants israéliens relèvent avec satisfaction le ton nouveau de Hafez el-Assad. Jamais dans le passé, il n'avait dit que la paix avec Israël était pour la Syrie un choix stratégique. Cela inquiète considérablement la droite israélienne. Quelques dizaines de militants ont manifesté ce soir devant le domicile d'Yitzhak Rabin contre tout retrait du plateau du Golan. Il arrive que les médias se fassent entendre. Nous annoncions hier la probable pendaison d'un Iranien converti au christianisme. Mehdi Dibaj a été libéré aujourd'hui sous caution. Il faut dire que la France, les États-Unis et le Vatican étaient intervenus pour demander la grâce du pasteur. Le Parlement italien a été dissous par le chef de l'État. Oscar Luigi Scalfaro a demandé au président du Conseil démissionnaire d'expédier les affaires courantes avant les nouvelles élections. On assiste là au dernier soubresaut d'un système politique vacillant et moribond. Stéphane Magnier. Vous qui franchissez cette porte, quittez toute espérance. Cette maxime de l'enfer de Dante, beaucoup de députés italiens avaient envie de l'accrocher au-dessus de cette porte du palais du Parlement à leur dernière session. Car ils seront très peu à retrouver leur siège après les élections du 27 mars. Les scandales à répétition, révélés par l'enquête de la justice italienne sur la corruption du monde politique, ont littéralement fait couler dans l'opinion les deux partis qui ont gouverné le pays depuis 50 ans. La démocratie chrétienne et le Parti socialiste italien ne pourront même pas sauver un minimum en exploitant les failles du système électoral, puisque ce dernier change. Les sièges ne seront plus attribués à la proportionnelle intégrale, le scrutin va devenir majoritaire à 75%. Certains n'hésitent pas à dire que c'est une nouvelle république italienne qui va naître au printemps, à condition que les électeurs persévèrent dans leur vote de ces derniers mois, c'est-à-dire que les bulletins se répartissent entre les ex-communistes, la Ligue du Nord nationaliste, les néofascistes et le parti anti-mafia. Le président Scalfaro le rappelait ce soir, c'est désormais le peuple qui a la parole et qui peut faire surgir un État pour le moins inattendu en plein cœur de l'Europe. En France, le scanner va voyager, c'est une première. 4 hôpitaux de la région parisienne vont se partager cet appareil magique. Objectif, éviter les transports de malades et faire des économies. Pascal Doucet-Bon, Joseph Bachtik. Une remorque avec un scanner dedans, ça paraît plutôt simple. En fait, c'est assez compliqué à réaliser et cela coûte plutôt cher à fabriquer, mais les avantages sont indéniables. Cette jeune femme de Nemours attend un heureux événement pour très bientôt. Ce sera un garçon. Son médecin a réclamé un passage au scanner, très utile pour préparer l'accouchement. Il y a encore 15 jours, la future maman aurait eu à parcourir 30 km jusqu'à Fontainebleau pour trouver un scanner. Désormais, tout est sur place. Je suis à terme, donc je ne peux pas me déplacer beaucoup. Puis comme je vais accoucher à Nemours, c'est beaucoup plus pratique. Donc c'est super. Pour la sécurité sociale aussi, c'est super, puisqu'ici l'examen coûte en moyenne 600 francs au lieu de 1650 avec un scanner classique. Explication, en utilisant l'appareil chacun un jour par semaine, les hôpitaux de Nemours, Arpajon, Montereau et Courbevoie garantissent une utilisation maximum et évitent un grand nombre de déplacements. L'opérateur est le syndicat interhospitalier avec un financement par emprunt, 5 500 000 francs. Aucun des 4 hôpitaux n'aurait pu obtenir seul un scanner classique. Il faut travailler un petit peu comme les communes travaillent ou toutes les collectivités travaillent, c'est-à-dire dans la cogestion, c'est-à-dire qu'on a des problèmes qui sont communs et on peut trouver des solutions à plusieurs. On partage les coûts, les investissements, les frais d'exploitation et on peut rendre le meilleur service à la population. En fait, la formule de l'équipement mobile est monnaie courante dans plusieurs pays anglo-saxons. Elle devrait très vite faire encore école en France. La rubrique sportive commencera par le moment le plus pur qui soit. La flamme olympique a été allumée selon la tradition aujourd'hui à Olympie en Grèce, sur le site des Jeux Antiques. Elle brûlera le mois prochain
à Lillehammer, en Norvège, aux Jeux Olympiques d'hiver. En attendant ce grand spectacle que France 2 et France 3 vous montreront abondamment, intéressons-nous à celles et à ceux qui le feront et écoutons bien Alain Escoubet. Les vedettes des Jeux Olympiques, nous dit-il, ne seront pas forcément ceux ou celles qu'on attend et donne en exemple la révélation du jour, Leïla Picard. On attendait Franck, on comptait un peu sur Yann, et voilà que c'est Leïla, la petite sœur, qui à un mois à peine des Jeux Olympiques, pointe le bout de ses spatules pour un premier podium à l'âge de 23 ans. Déjà 5e l'autre jour à Morzine, elle était 6e de ce géant ce matin, à l'issue de la première manche, et se ramasse finalement une sorte de médaille de bronze que l'on aimerait bien voir pendre à son cou à Lillehammer. Sinon, il faudra craindre pour la récolte alpine des Jeux Olympiques. Sophie Lefranc est tombée et Carole Merle était absente. On en reparlera tout de suite après cette image de la gagnante, l'Autrichienne Anita Warter, sous les skis desquels vous ne noterez comme moi ni fissure matérielle, ni brisure d'état d'âme d'aucune sorte. Madame Merle, elle, donc n'était pas là. Elle est rentrée chez elle hier soir désabusée, recroquevillée, comme ici, pour faire le point paraît-il. Déjà que Crétier avait perdu hier ses lunettes en course, il est clair que dans l'équipe de France de ski, on navigue désormais à vue. Il y a ce soir deux hommes qui, avec d'autres hommes, leur équipage, n'entendent plus le vacarme du monde. Olivier de Kersauzon et Peter Blake voguent séparément sur deux multicoques géants au large d'Ouessant. L'ambition des deux marins, battre l'autre dans ce duel autour du monde et battre le record de Perron. Ils tenteront de revenir à leur point de départ avant 80 jours. Thierry Clopeau. 13h, 53 minutes, 47 secondes, Olivier de Kersauzon, sur son trimaran lyonnaise des eaux du Mèze, franchit le premier la ligne fictive entre le Cap Lizard et l'île d'Ouessant. Une mer déchaînée, des vents de force 8, des creux de 4 mètres, c'est le point de départ officiel du record du monde, ce fameux trophée Jules Verne. 7 minutes plus tard, c'est au tour d'Enza, du néo-zélandais Peter Blake, de s'élancer pour cette épopée des mers. L'objectif des deux skippers et des équipages, battre le record de Bruno Perron, établi, souvenez-vous, l'an dernier, en 79 jours, 6 heures, 15 minutes et 56 secondes. Pour de Kersauzon comme pour Peter Blake, la longue attente est terminée. Le grand duel des océans peut enfin commencer. En un peu moins de 3 mois de course, si tout se passe bien, les navigateurs devront passer le Cap Horn, le Cap de Bonne-Espérance et le Cap Lewing avant de conclure leur boucle mythique. Olivier de Kersauzon et Peter Blake n'en sont pas à leur premier coup d'essai. L'an dernier, l'amiral avait dû abandonner la course au bout de 24 jours de mer, après avoir heurté un iceberg au sud du Cap. Peter Blake, vainqueur de la Whitbread en 90, s'était lui retiré au bout de 26 jours, victime d'une collision avec un objet non identifié. Ce soir, les multicoques, parmi les plus grands au monde, sont voile dans voile, pour le meilleur ou pour le pire, avec pour arbitre le grand océan. En écoutant Liszt, Chopin ou Beethoven, nous penserons encore davantage à lui. Georges Sifra est mort. Le pianiste a succombé à une crise cardiaque. Il avait 72 ans. Vincent Guérard. Il a gardé toute sa vie les séquelles du joug stalinien. Un corset et un bracelet de cuir au poignet droit, après 3 ans de travaux forcés dans les années 50, mais il ne renonça jamais. Premier concert en public à 5 ans dans un cirque, 20 ans plus tard, consécration avec le prix Franz Liszt, son compositeur fétiche. Franz Liszt est le premier qui a ouvert le chemin aux impressionnistes à la fin du 19e siècle. Non seulement au plan de l'utilisation des harmonisations extraordinaires, mais par les tâches différentes dans les motifs musicaux. Les chars soviétiques le condamnent définitivement à l'exil en 1956. Naturalisé français 12 ans plus tard, il crée le Festival de la Chaise-Dieu puis s'installe à Senlis, dans une ancienne chapelle royale où il accueille de jeunes virtuoses. Il a voué toute sa vie au romantisme et il est parti hier, victime d'une banale histoire de cœur. Il est malin, Lacroix. Pour vendre au grand nombre, le couturier a inventé une ligne de prêt-à-porter. Il l'a baptisée Bazar. Et pour faire rêver le grand nombre, il a présenté l'autre ligne devant le grand monde. Marie-Josée Le Picard, Frédéric Delarue. Dès le premier modèle, les journalistes ont applaudi. Applaudi en temps de crise des vêtements hors de la réalité quotidienne, hors du pratique, de l'abordable. Et pourtant, chez Christian Lacroix, comme chez d'autres très grands couturiers, les ateliers de couture travaillent très bien depuis quelques mois.
Quand les boutiques à tous les prix ne savent à qui solder des surplus de petites robes à tous les jours, on commande à travers le monde quelques robes inoubliables. Nous avons déjà pour lundi matin des commandes à honorer que nous n'avons pas eu le temps de faire avant le défilé à cause de la préparation de cette collection. Mais dès lundi, il y a 3 formidables commandes. C'est du vêtement circonstanciel. C'est, j'avais l'habitude de dire et je le redis, c'est une robe pour une femme pour un soir ou pour un jour. Ce sont des robes exceptionnelles pour des femmes exceptionnelles ou en tout cas pour des moments exceptionnels. Forcément, on ne va pas dire que la couture c'est pour la rue, on ne va pas dire que la couture c'est pour tous les jours. Ce faisant, Christian Lacroix reste fidèle au passé, aux élégances du pays d'Arles. Revers garants et boutonnage croisés portés il y a 200 ans par les officiers au quartier de la cavalerie. Bleu, blanc, rouge, taille fine et décolleté généreux. Grand col et grand chapeau, des incroyables. Transparence des merveilleuses. Les modes légères et folles fleurissent après les périodes de violence. Est-ce que la futilité peut provoquer l'histoire? Christian Lacroix le pense sans doute et que le retour des hirondelles fait venir le printemps. Les plus belles ont 2 façons de devenir célèbres. Les unes se laissent habiller, les autres se laissent déshabiller, mais parfois pour de nobles raisons. Nicole Cornu-Langlois. Emma, Tatiana, Heather, Fabienne et Naomi, 5 top modèles pour un message. Plutôt sympa, ces 5 filles qui ont accepté de poser bénévolement pour des affiches que l'on verra bientôt dans le monde entier. Sur une idée originale de Fabienne, reprise par l'association américaine PETA, le peuple pour le traitement moral des animaux, dont Naomi Campbell porte le t-shirt. Elle proteste ainsi contre l'industrie de la fourrure qu'elle refuse de porter au nom de la lutte pour la protection des animaux. Difficile de résister aux armes dissuasives de ce quintet de choc et de charme. Oui, très difficile, très difficile. Fabienne Théroigne, bonsoir. Bonsoir. Alors rassurez-vous, je ne vous demanderai pas la même chose en direct. J'oserais pas, la pudeur. Mais pourquoi cette idée? Puisque c'est la vôtre, dit Nicole. C'est pas vraiment une idée. En fait, c'était l'idée de PETA qui m'a convoquée plus ou moins il y a 3 mois en me demandant d'essayer de sensibiliser mes confrères pour essayer de créer cette photo. Parce que ces derniers temps, on réalise qu'il y a tellement d'attention portée aux mannequins et on s'est dit pourquoi pas utiliser cette attention justement pour sensibiliser les gens à ne plus porter de fourrure. Alors vous l'avez fait pour la pub ou pour la cause? Pour la cause. Vous y croyez vous-même? Très fort. Ça veut dire que vous n'en portez jamais? Jamais. Ça fait 3 ans. Et en fait, dans les milieux de la mode, maintenant il y a quelque chose de très établi, c'est qu'on a une sorte de petit composite comme une carte d'identité sur lequel il fait écrit aussi bien vos mensurations, pas de fourrure. Vous jurez de ne jamais en porter? Oui. Vous jurez? Je jure. Et je ne dis pas que j'en ai jamais porté parce qu'on n'est pas ici pour dire honte sur vous, vous portez de la fourrure. On est là pour sensibiliser les gens et pour qu'ils réalisent le problème que c'est et qu'ils changent leur manière de vivre. Alors je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes l'une des top modèles les plus célèbres du monde avec Claudia Schiffer et Naomi Campbell. Vous avez quel âge? Pas de 6 ans. Alors jusqu'à présent, enfin jusqu'à ces dernières années, on disait aux jeunes femmes comme vous, sois belle et tais-toi. Là, vous voulez être belle et vous l'êtes, très belle, mais pas en silence. Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand on a une cause et qu'on y croit très fort, il faut y aller à fond. Et c'est pour ça qu'on est venu. Pour justement aider PETA qui est venu et qui m'a dit... C'est une association, oui. À l'image d'Inès de la Fressange, c'est ce mouvement qu'on sent comme ça de femmes qui sont belles mais qui parlent et qui pensent. Tout à fait. Vous mettriez à la fois votre beauté et votre célébrité maintenant au service d'autres causes, celles des hommes, plus graves? Je crois qu'il y a d'autres causes aussi qui sont très valables, mais le fait de la fourrure, c'est que tout le monde peut
y toucher. Vous, moi, le public, tout le monde est capable de dire non, pas de fourrure, et enfin essayer de détruire cette image que la fourrure, c'est un signe extérieur de richesse. Ce n'est pas du tout, c'est un luxe très cruel. Alors, je repose ma question, est-ce que vous mettriez votre célébrité au service d'autres causes, celle des hommes? Si je pouvais, oui. La paix, par exemple? Si je pouvais, mais ça me paraît beaucoup plus complexe parce que c'est intervenir dans la politique et tout ça, tandis que ceci, c'est un départ très positif. Votre avenir, vous l'imaginez? J'y réfléchis. Le cinéma, par exemple? Peut-être, pourquoi pas. Si Vous vous y je suis intéressez? passionnée par l'époque du fin du 19e, début du 20e siècle. Alors si quelqu'un venait avec un scénario comme ça, je craque. Alors, et je vais vous faire un très beau cadeau. C'est le livre publié par René Château sur les plus belles affiches du cinéma. Si la caméra 3 peut le montrer, je vais faire comme pivot. Ça vous permettra de rêver et peut-être d'y croire. Ben voilà, c'est une très belle transition pour vous donner une nouvelle qui nous intéresse, qui intéresse France 2, coproducteur de Germinal. Le cinéma français est à l'honneur en ce moment à Avoria. Et ce soir, il a ses nominés, je veux dire ses élus pour les Césars 94. Précisément, Germinal arrive en tête avec 12 nominations devant Bleu, Smoking et No Smoking et Les Visiteurs. Avant de vous donner le menu de la soirée sur France 2, je voudrais qu'on retourne place de la Nation où se trouve Philippe Gassot pour la fin de la manifestation de l'école publique. Philippe? Eh bien Paul, c'est exactement ça. Vous assistez en direct à la fin de la manifestation. Il n'y a pratiquement plus personne. Les Parisiens ont été les derniers à défiler. Nous avons vu passer les véhicules de la protection civile qui n'ont heureusement servi à rien tout au long de la journée. Maintenant, vous avez les voitures balais. La manifestation qui a duré depuis 8 heures ce matin pour les premiers arrivés est terminée. Voilà Paul. Merci Philippe pour ces dernières précisions. Pendant que vous parliez, pendant que notre invité vous écoutait, elle m'a dit comme ça, vous m'avez déconcerté avec vos questions. Pourquoi? Parce que je voulais vraiment parler de la fourrure et vous m'avez entraîné sur un sujet que je n'avais vraiment pas envie. Je voulais vraiment dire aux gens, pensez au futur, pensez à vos enfants et pensez à la nature que vous allez leur laisser si vous continuez à porter de la fourrure. Je vous laisse le dernier mot. Ce soir, une affaire d'homme à 20h50, un policier sur France 2 avec Brasseur et Trintignant. Ensuite, le second film du dimanche soir, Un cercueil pour deux de Jean-Louis Fournier, d'après le roman de Frédéric Dard, Le pain des fossoyeurs. 23h55, dernier journal avec Florence Duprat. Demain, Gérard Leclerc recevra Lionel Jospin à 7h50. Et Henri Sagnier puis Bruno Mazur vous présenteront à 13h et à 20h les premiers journaux de la semaine, une semaine qui commencera froidement. Nathalie Riouet vous le confirmera dans quelques instants. Bonne soirée sur France 2, bonsoir. Merci.